Alors, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a les lésions indirectes et les lésions, indirectes et les lésions aussi extrinsèques. Donc là, juste un petit point sur les lésions indirectes. Mécanisme lésionnel, action excentrique en course externe. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Donc, notamment avec cette gestion de sprint, de frappe et de réception de saut ou des fois de changement de direction. C'est vraiment ces mécanismes-là où on retrouve le plus les lésions du quadriceps intrinsèque. Donc sur accélération et sprint, en fait, durant cette phase oscillante, lors du contact du pied controlatéral avec le sol, il y a une vitesse angulaire de hanche qui est très élevée avec une action excentrique pour contrer cette extension de hanche. Et donc, à ce moment-là, ça peut être un mécanisme. Et lors de la flexion maximale du genou, le droit fémoral, il se contracte de manière excentrique pour contrer la flexion excessive aussi du genou. Donc, c'est surtout ces moments-là. Donc, pareil, ça, on a déjà vu des images. Ça peut être les ischio-jambiers, mais ça peut aussi être le quadriceps qui se blesse sur un sprint. La frappe de balle. Donc, durant la phase de contact avec la balle, le muscle n'est pas sur un mouvement excentrique en course externe. Durant la phase d'élan, plutôt, sûrement au moment où avant de frapper, souvent le sportif il le ressent au moment de taper dans la balle, mais en fait c'est possible que le mécanisme intervienne plutôt pendant la phase d'élan, où en fait c'est pareil, il va y avoir une freination de l'extension de hanche. Changement de décélération, donc les contraintes excentriques en course externe, elles sont hyper importantes sur le droit fémoral. On retrouve vraiment ces deux mécanismes de claquement audible, de pop, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'interrogatoire, allez retrouver ça, le sportif va vraiment ressentir ça. Et des fois, en fait, on peut avoir cette douleur un peu plus progressive, c'est ce que je vous expliquais, la notion de coup de poignard, tout ça, c'est un peu le cas d'école, et des fois, vous allez avoir le cas de la vie de tous les jours, on va dire, où il va y avoir une frappe, et puis il va sentir une petite pointe, et puis il ne sait pas trop ce que c'est, etc. Et en fait, ça peut être confondu avec autre chose. Et en fait, le joueur, il va être capable de continuer, puis il va faire une frappe, deux frappes, trois frappes, et puis à un moment donné, c'est peut-être à la cinquième frappe où il va entendre le coup de poignard. Mais s'il ne va pas jusqu'à ses quatrième ou cinquième frappes, il va juste avoir une petite gêne, mais sans plus. Donc le droit fémoral, bien sûr, je vous l'ai dit, le plus touché, et pour ne pas dire quasiment le seul touché. Le tendon central, c'est la zone touchée la plus courante dans le football. C'est associé à une durée de rééducation qui est significativement plus longue au niveau de ce tendon central et un retour au sport qui est plus tardif que les blessures plus périphériques, avec 17% de cas de récidive. La jonction myotendineuse distale du droit fémoral, qui est près de l'articulation du genou, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Le diagnostic médical, il se fait avant tout quand même, malgré tout, je le répète, par la clinique. Ça, c'est toujours important. Mais en termes d'imagerie, c'est toujours la même chose que pour les ischio-jambiers. C'est IRM et ou échographie. Parfois, vous pourriez demander une radio, mais honnêtement, c'est rarissime. Et on utilise aussi les classifications, idem, classifications BAMIC ou MUNIC, les autres qui peuvent exister, qu'on a vu précédemment, ça reste la même chose. Ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a 3 zones, proximales, moyennes et distales, en sachant que plus ça va être proximal, proche de l'insertion tendineuse, et plus ça va être de mauvais pronostics. Des fois, on peut avoir ce signe-là, ce signe en œil de bœuf dans ces lésions. L'augmentation du signal autour du tendon central, c'est observé chez 65% des joueurs, et ça représenterait les stades évolutifs de la lésion. C'est le signe assez typique, et ça peut être accompagné d'une atrophie secondaire et avec une petite infiltration graisseuse au niveau du tendon. Ça peut refléter en fait une lésion ancienne. Donc voilà ce qu'on retrouve généralement sur les imageries. Alors là, je pense que c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ces notions de sortir en quelque sorte purement des lésions musculaires intrinsèques, et de parler au final des lésions un peu directes, des contusions, parce que pour le quadriceps, là, pour le coup, ça arrive très fréquemment. Donc, il y a on peut trouver différents noms. Ça arrive durant un choc direct, comme un tacle ou des fois une chute aussi sur la cuisse. Et ça atteint plus fréquemment le vaste intermédiaire, le vaste médial et le vaste latéral. Donc là, pour le coup, autant sur les lésions intrinsèques, c'est droit fémoral et quasiment que droit fémoral, autant pour les lésions extrinsèques, là, on a plus les vastes.
La douleur, elle est localisée à l'endroit du traumatisme et la gravité, c'est déterminé par la quantité d'énergie, c'est-à-dire la force d'impact, la surface d'impact et l'état de contraction ou de relâchement des muscles. Et peut y avoir une douleur plus à la palpation, éventuellement un petit gonflement aussi s'il y a eu par exemple beaucoup de saignements. Ce qui est important, attention, surtout pas de massage, surtout pas de massage sur une contusion. Ça, c'est vraiment important, vous pourriez empirer les choses. On peut la classifier de légère, modérée ou grave en fonction de l'impact que ça va avoir sur le patient, notamment son déficit de flexion de genou, de force et de sa boiterie. Donc il y a une classification qui existe, qui a été adaptée là, de Jackson et Figgin, en fonction de la douleur, de l'amplitude de flexion et de la marche. Et donc c'est là on peut classifier de modéré, sévère ou léger. Le pronostic il peut varier entre 2-5 jours pour des formes légères ou 20-25 jours pour les formes les plus graves. Le traitement, ça peut être une ponction par le médecin. Et donc là, c'est pareil que pour la lésion musculaire de grade 3, j'insiste. Si vous avez quelqu'un qui va être... alors, on ne va pas ponctionner tout le monde. Dès qu'on a une béquille, on ne se fait pas ponctionner. D'accord? On a tous déjà peut-être eu une béquille. Et pour autant, voilà, on n'a pas été ponctionné. Par contre, si vous avez une vraie répercussion dans les activités de la vie quotidienne, une vraie répercussion fonctionnelle, vous avez une perte d'amplitude et une problématique, une diminution de la capacité de marche, là, ça vaut le coup d'aller faire un examen. Et en plus, il faut que ça soit un examen relativement en urgence, parce que si vous attendez, l'hématome, il va avoir tendance déjà un peu calcifié et vous ne pourrez plus ponctionner. Vous allez mettre une aiguille dedans, ça va être de la gélatine, ça ne va pas ressortir. Il faut que ça reste liquidien le plus longtemps possible. Et donc ça, c'est pour ça que c'est un peu dans l'urgence. Ensuite, éventuellement, le protocole RICE, mettez une compression en urgence. Après la béquille, il faut comprimer parce que s'il y a un saignement, si vous comprimez, vous allez limiter justement ce saignement. Ça va être important. Après, au fur et à mesure, quand on est capable de faire au bout de 2-3 jours, on peut remettre un peu de vélo à basse intensité, toujours dans un but de vasculariser. Et la rééducation devrait être progressive et surtout en respectant la douleur. Il va bien falloir suivre et faire attention notamment aussi au risque de complications. Parce que diagnostic différentiel, ou en tout cas une des complications après une contusion, c'est ce qu'on appelle la myosite ossifiante. Ça arrive dans 9 à 17% des contusions et c'est à suspecter si la douleur ne passe pas dans les 2-3 semaines avec surtout le gros signe clinique, c'est un déficit de flexion du genou avec éventuellement plus ou moins un gonflement persistant, mais surtout la personne elle a un déficit majeur et avec presque un arrêt dur. Et donc ça, c'est vraiment assez marquant. Et le problème, c'est que c'est une pathologie qui dure très longtemps. Donc vous allez avoir après la contusion du quadriceps, ça va entraîner des calcifications qui sont visibles à la radio. C'est en quelque sorte, on pourrait, si je devais un peu faire un raccourci, c'est en quelque sorte l'algo du muscle. On n'a pas encore toutes les causes. En effet, des fois, on pense que le massage profond pourrait favoriser ça. Mais ça peut arriver dans des petites contusions comme dans des grosses contusions. Et surtout, encore une fois, pas de rééducation agressive. Vous voyez, on retrouve un peu certains critères qu'on pourrait retrouver dans le SDRC ou l'ALGO. C'est les mêmes principes. Les anti-inflammatoires, ils peuvent aider. Il faut surtout respecter la douleur et faire au fur et à mesure. Ça augmente bien sûr le risque de récidive de lésions musculaires, mais surtout, je vous dis, c'est qu'à partir du moment où on a une myosite ossifiante, en fait, c'est un processus qui est long. C'est plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et des fois, ça peut aller jusqu'à un traitement chirurgical. Une autre lésion qui peut exister aussi, c'est ce qu'on appelle la lésion de Morel-Lavallée. Donc, c'est quand on a une contusion sur le côté de la cuisse, ça provoque la séparation du tissu adipeux sous-cutané de la surface du tractus iliotibial. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive, c'est plutôt sur des mécanismes à fort impact. Des fois, on retrouve ça souvent plutôt chez les cyclistes qui font des chutes à vélo. Ça, c'est assez typique. L'IRM peut être nécessaire là pour le diagnostic. Dans les autres diagnostics différentiels, l'examen neurologique, pour tout ce qui peut être sensation de brûlure ou de piqûre, examen vasculaire, avulsion. Donc ça, globalement, quand même, on sait que c'est fait plutôt sur des mécanismes pareils qui vont arriver sur des pathologies de surutilisation. Par contre, l'avulsion de l'épiniliaque antéro-inférieur, c'est en quelque sorte une complication de la lésion. C'est une lésion musculaire grave du droit fémoral. On retrouve ça, nous, très fréquemment chez les jeunes. Donc, il faut faire attention chez les jeunes. C'est encore
en cartilage de croissant, enfin, il y a des cartilages de croissance, et en fait, à cet endroit-là, nous, on en retrouve souvent quand ils font des frappes, eh ben, ils vont s'arracher l'épinulac antéro-inférieur. C'est très, très fréquent, donc chez les jeunes enfants en croissance, on va trouver, on peut trouver des lésions, mais par exemple, quand vous allez avoir une douleur très proximale au niveau du quadriceps chez un jeune qui a ressenti ça sur un mouvement de frappe, ben, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais ça pue l'arrachement de l'épiniliac antéro-inférieur. Donc, et gardez ça à l'esprit et pensez-y. La fracture de la patella éventuellement, mais pareil, on sera quand même sur un autre mécanisme globalement que la lésion musculaire. Au niveau du diagnostic et du bilan, je ne vais pas tout reprendre, tout ce qu'on a vu, parce que tout ce qui a été appliqué sur les lésions musculaires, on peut le reprendre sur les lésions musculaires disque-jambier, on peut le reprendre pour le quadriceps. L'anamnèse, c'est pareil, ça va vous donner énormément de réponses. Ce qui est important, c'est de bien connaître le mécanisme lésionnel, savoir si c'est plutôt une lésion directe ou indirecte, et réintroduire au fur et à mesure les éléments au cours de la rééducation. Là, vraiment, je vous invite à aller revoir la partie d'anamnèse sur les ischio-jambiers. C'est vraiment la même chose.